3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Christian Parizeau est à nos côtés, économiste et président d'Altair Economics. Bonsoir Christian. Bonsoir. Vincent Chénieux nous accompagne, le directeur de la recherche de Generali Investments. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Et Damien Dierix est à nos côtés également, gérant et analyste chez Exane Asset Management. Bonsoir et bienvenue Damien. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous, ravi de vous accueillir dans cette émission. Damien, vous avez le droit à la parole pour commencer et peut-être analyser un petit peu ces réactions de marché qu'on observe depuis le début de la semaine. Je ne sais pas si la séance de lundi a été une séance pivot avec un espoir de cesser le feu ou d'une perspective de cesser le feu qui se concrétise un peu plus aujourd'hui peut-être avec une proposition américaine en 15 points rejetée à ce stade par le régime iranien. Mais comme j'essaie de le dire en introduction, on sent quand même que le marché a envie de voir cette version un peu plus positive de l'histoire. Absolument, ce qui paraît assez logique, hein. On a envie que tout ça s'améliore évidemment au plus vite. Est-ce que ça va se faire aussi vite que ça m'étonnerait quand même, parce que je pense que les Iraniens n'ont pas vraiment envie de faire plaisir à l'administration Trump. Les combats, enfin les frappes continuent allègrement, j'allais dire. Alors évidemment, ça baisse en intensité côté réponse iranienne tous les jours. Néanmoins, c'est asymétrique, c'est-à-dire que même si les réponses sont beaucoup plus faibles, aller taper un réservoir au Koweït ce matin, aller taper encore un aéroport par-ci, un aéroport par-là, forcément ça met du stress encore et ça fait que toutes les choses restent complètement immobiles. Et malheureusement, on a Hormuz qui reste fermé. Et évidemment, c'est ça le nœud du problème pour les marchés et évidemment pour l'administration Trump. Puisque tant que vous étranglez la veine jugulaire, l'artère du commerce maritime mondial, en tout cas, oui, une des artères, en tout cas de l'énergie, une des parties de l'énergie, forcément vous empiétez sur la capacité des marchés à respirer demain. Ouais. La réaction du marché lundi était quand même assez intéressante, effectivement, sous forme un peu de répétition générale de ce que pourrait être une réaction de marché si le conflit venait à entrer dans une vraie phase de désescalade matérielle. Néanmoins, est-ce qu'on peut imaginer encore une forme de rebond un peu en V, comme on l'a vu à d'autres occasions ? Je pense notamment à Liberation Day, où on avait là aussi une menace très forte sur les tarifs, retirée une semaine après par Donald Trump, et un soulagement énorme, tant et si bien que le rallye avait été un des rallyes les plus spectaculaires pour rattraper un bear market à l'époque. Est-ce qu'on est dans ce genre de schéma ? Est-ce que le phénomène TACO peut encore produire autant d'effets, ou est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce qu'on a franchi des points un peu de non-retour, j'allais dire, dans cette crise en 4 semaines maintenant ? Alors, moi, ce que je pense depuis le début, c'est que comme les objectifs de guerre des deux parties qui attaquent l'Iran ne sont pas les mêmes, on a un problème. C'est-à-dire que à tout moment, et c'est un peu ce qu'on vient de voir là depuis le début de la semaine, à tout moment, Trump peut dire « mes objectifs de guerre sont atteints », parce que les objectifs qu'il a signifiés le samedi matin, 28 février, étaient très clairs, c'est « je veux détruire tout le balistique, tout ce qui reste ». Officiellement de ce que j'ai pas encore cassé en juin, des 12 jours sur le nucléaire, et je veux casser leur Navy, leur marine, et je veux qu'ils ne puissent plus répondre. Et si par hasard les Iraniens pouvaient éliminer leur gouvernement, pourquoi pas ? Mais c'était pas son objectif de guerre. Ce qui est très différent des Israéliens, qui ont eux clairement l'objectif d'éliminer et de remplacer le gouvernement iranien. Et donc une sortie des États-Unis du conflit signifie pas la fin du conflit, en tout cas la fin de la menace. Et puis surtout, si demain vous dites si Trump dit c'est bon, j'ai atteint mes objectifs. Qu'est-ce qui empêche l'Iran de continuer à perturber Hormuz et compagnie ? Donc c'est là où le marché n'est pas encore en capacité pour moi de reprendre le souffle complet, parce qu'on n'a pas de vision de comment ça peut sortir. Je vous rajoute à ça les histoires sur les Marines, sur la 82e aéroportée. Ça n'aide évidemment pas à se dire on a une sortie facile, ou plus ou moins facile en tout cas, de ce problème. Oui, le facteur temps, le facteur durée, effectivement, est un facteur clé dans cette analyse du conflit et de ses impacts. Est-ce qu'on a déjà franchi un certain nombre de points de non-retour ? Quand je dis points de non-retour, Christian, ça veut dire des points qui feront que, comme le disait Damien, la sortie du conflit ne sera pas évidente, et surtout qu'une sortie du conflit
ne permettrait pas non plus de revenir rapidement à l'état antérieur des choses, qui aurait quand même déjà des formes de séquelles un peu longues de ce qui se passe depuis 4 semaines dans le Golfe. Alors j'attends avec impatience des statistiques de l'EIA qui estiment justement les problèmes d'arrêt de production liés à des problèmes d'organisation de l'infrastructure et pas seulement liés au problème du transport. Parce que jusqu'à présent, on était dans l'idée, c'est juste un problème de transport. Tant qu'on était au début de la guerre, c'est le détroit d'Ormuz qui est bloqué. Demain, on a une victoire tropienne, tout va bien, on débloque le détroit et on revient à la normale, donc il n'y a aucun problème. Maintenant, plus ça dure et plus on a des dégâts, plus on commence à mesurer des impacts qui seront durables. Ouais. Et on l'a vu avec le Qatar qui a été très touché au niveau du gaz, et on ne va pas repartir comme ça au niveau du Qatar. Maintenant, on le sait, on va avoir plusieurs mois qui vont être véritablement compliqués. On s'aperçoit aussi qu'il y a des vrais problèmes dans les raffineries, de liaison aussi, on n'arrête pas un champ, on le remet pas en route du jour au lendemain, donc là on compte en semaines, et donc aujourd'hui il manque 5 millions de barils à peu près sur le marché, et on pense qu'il y a à peu près 4 millions qui vont pas repartir. Même si je vous débloque demain le détroit d'Ormuz, il y aura à peu près 4 millions encore de manque. Il y a 1 million qui repartira, mais vous voyez que c'est très très peu, donc on est rien. Le marché pétrolier, alors la consommation c'est autour de 105 millions de barils par jour, autour de 200 millions, et la production s'équilibre à quelques centaines de milliers de barils près. Donc là, on est vraiment sur un équilibre toujours très tendu. Voilà, aujourd'hui, pour qu'il y ait une baisse faut qu'il y ait une baisse de la demande mondiale autour de 5%. Donc ça veut dire, en gros, 30% de hausse de prix, je vous le fais à la louche, c'est à peu près 5% de moins de la demande mondiale. Donc ça veut dire qu'on reste sur 30% de hausse. Donc si après je vous dis qu'on reste sur plusieurs semaines avec un déficit de 4 millions, alors on va dire ça dépendra du temps qu'on remette tout ça en place, on peut débloquer les stocks, au moins on aura cette visibilité-là. Mais aujourd'hui, les stocks, c'est à peu près 2 millions par jour qui arrivent sur le marché. Donc, il nous reste quand même 3 millions. Et donc, grosso modo, ça veut dire que les cours du pétrole ne peuvent en aucun cas, si on est logique, revenir au niveau d'avant cette guerre. On sera forcément sur peut-être 10 $, 20 $ de plus. Donc, c'est quand même important. Ça veut dire que même si on n'est pas sur des choses aussi effrayantes que 150 $, 120 $ qu'on a pu craindre à un moment donné, mais on restera quand même sur un Brent, déjà un écart WTI Brent qui va persister, qu'on pourrait peut-être dire autour de 10 $, et derrière, on sera sur un pétrole qui sera peut-être 10 à 15 $ plus cher. Donc, on est quand même sur un vrai choc économique, qu'on le veuille ou non, un choc de hausse des prix de l'énergie, et ça va avoir des répercussions, et puis naturellement, ce qu'on oublie, faut pas oublier, c'est que le Moyen-Orient, c'est un consommateur. Ils font pas que exporter, ils importent beaucoup et ça va beaucoup déstabiliser certains secteurs, le luxe, etc., qui sont très dépendants. C'est un problème pour le tourisme parce que même si vous dites que demain tout est fini avec l'Iran, faudra voir. On peut plus survoler la Russie, et on pourra sans doute moins facilement survoler peut-être. Je vois pas non plus le tourisme redémarrer. Il y a un petit temps de latence quand même et ça va pas redémarrer comme ça. Donc il y a quand même des coûts économiques qui sont importantes pour la région. Et puis dernière chose quand même que je voulais mettre en avant, c'est aussi on l'a vu, qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que l'Iran a stocké énormément d'armes. Là, on a peut-être détruit les capacités, ils peuvent plus produire de nouveaux missiles, ok, il a peut-être réussi sa guerre là-dessus, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un pouvoir très décentralisé en Iran, ils avaient prévu les choses, ils ont donné beaucoup d'indépendance à leur armée, et donc ça sera très dur d'arrêter ce conflit, parce qu'il faut que ça redescende, que toute la chaîne soit d'accord. Ils ont énormément de stocks qui ont été enterrés, accumulés de drones, donc ça veut dire que la menace, elle sera toujours présente, et donc ça, rien que ça, je vois pas du jour au lendemain exposer des navires, redémarrer le trafic comme si rien n'était, parce qu'on négocie. Donc il y aura quand même, tant qu'on n'a pas véritablement stabilisé la situation diplomatiquement, je vois pas les choses redémarrer. Donc vous voyez que on s'achemine à quelque chose qui était simplement réglé en 24 heures, c'est un petit problème de transport, à un vrai quelque chose qui dure, et donc avec un coût économique qui sera forcément beaucoup plus fort. Qu'est-ce que vous dites, Vincent, de ces effets de trend, de ces séquelles qui vont sans doute perdurer pour plus longtemps que ce qu'on imaginait au départ, et la manière dont le marché l'intègre? Est-ce que le marché est à des niveaux qui sont cohérents avec ces séquelles qu'on peut anticiper aujourd'hui? Oui. Alors, je partage ce qui a été dit par Damien et Christian. Effectivement, pour avoir une reprise en V du marché, il faudrait véritablement un cessez-le-feu et donc un accord entre les trois parties, et pour que notamment le détroit de Hormuz soit réouvert. Et je dois dire qu'un cessez-le-feu, un accord, en termes de réaction de marché, est très différent à
une situation dans laquelle les États-Unis disent « Ok, pour nous, le travail est fait ». On peut se retirer, on a atteint nos objectifs. Et là, effectivement, l'Iran voudra davantage pour totalement réouvrir le détroit. Donc ce sont deux situations assez différentes. Bon, je dois dire que le marché ne price pas aujourd'hui un retour très rapide à la normale. Donc si on avait ce cessez-le-feu et une réouverture assez importante, ce serait quand même une bonne surprise pour le marché. Parce que si on regarde les prix les futurs sur le pétrole, on a ce qu'on appelle une backwardation, donc les prix plus tard cette année sont plus bas que le spot aujourd'hui, mais ceci dit, le marché anticipe des prix autour de $80 cet automne, voilà, ou en fin d'année. Donc on n'est pas le retour sur les $60-70 qu'on avait en début d'année. Sur ce marché du pétrole, on intègre déjà ces séquelles et voilà, ces effets de traîne. Après, il faut voir où est-ce qu'on va se situer entre un accord et un retrait américain. Ce sont deux choses différentes. Après, je dois dire que au début de la guerre, le sentiment de marché, c'était que la situation est contrôlée par les Américains. Ce sont eux qui vont décider combien de temps la guerre va durer. Et a priori, ce sera assez court puisqu'ils ont une élection qui arrive et donc ils ne peuvent pas se permettre une guerre très longue. Le sentiment de marché a changé. Ce qu'on entend aujourd'hui, c'est un peu le contraire. C'est l'Iran contrôle la situation. Ils ont le contrôle du détroit et donc c'est eux qui, selon leurs termes, décideront. Je pense que ni l'un ni l'autre n'est vrai. Je pense que l'Iran subit des dommages quand même considérables, aussi bien au niveau du pays que de la capacité économique, et qu'en l'occurrence, les Américains peuvent encore augmenter, notamment économiquement, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un flux qui circule, notamment de l'Iran vers la Chine. Ah bah bien sûr. Et un jour, les Américains peuvent dire stop. Bon, stop. On arrête aussi. Alors, ceci dit, ce sera aussi. C'est ce que disait Scott Bessent dimanche dans les médias américains. On fait du jiu-jitsu avec l'Iran. Donc j'ai regardé ce que c'était que le jiu-jitsu. C'est l'art de la souplesse, quoi. Il y a un peu comme le côté du judo. On va renverser votre arme contre vous. L'arme du pétrole et du détroit, on peut aussi la renverser contre vous. Alors après, les Américains, en faisant ça, pourraient se tirer une balle dans le pied parce que à court terme, si notamment on imaginait qu'il y avait des actions autour de l'île de Karg, qui est le hub qui contrôle les exportations iraniennes, ça ferait fortement monter les prix et donc les Américains sont probablement pas très à l'aise avec ça du fait du problème de pouvoir d'achat. Donc c'est délicat également pour les Américains, mais je pense qu'on n'est pas dans cette situation non plus où les Iraniens décideront de tout. Je pense qu'ils ont également intérêt à faire des concessions. Si je regarde ce qu'apparemment aujourd'hui ils mettent sur la table en termes de conditions pour eux pour un cessez-le-feu, alors évidemment, c'est loin des 15 points qui sont demandés par les Américains, il va falloir converger, mais ça ne me semble pas non plus complètement délirant. Ils demandent des engagements en termes de sécurité, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être attaqués de nouveau dans 3 mois, donc ils veulent des engagements fermes à ce niveau-là, et ils veulent des concessions économiques. Ça veut dire moins de sanctions, ou ça veut dire de l'argent pour réparer le pays, ou ça veut dire peut-être effectivement des droits sur le détroit, c'est-à-dire comme les cargos qui aujourd'hui payent 2 millions pour pouvoir passer, on pourrait instaurer ça comme étant une nouvelle source de revenus pour l'Iran. Donc ils voudront des concessions, mais ce qui est mis sur la table, en tout cas, si ce qu'on nous dit aujourd'hui est vrai, ça paraît pas non plus complètement délirant. Il y a de la place, à mon avis, quand même, pour une certaine convergence. Bon, on va suivre, ça c'est l'histoire des prochaines heures et des prochains jours. Une autre question, Damien, étant comment est-ce qu'on va parler des banques centrales, mais déjà, comment est-ce que les entreprises vont gérer ce choc de prix relatif, quand même beaucoup de prix derrière le pétrole qui monte, tous les produits dérivés distillés du pétrole, avec des chaînes de valeur qui restent quand même très imbriquées un peu partout dans le monde, quoi qu'on en dise. Comment les entreprises, aujourd'hui, peuvent gérer ce choc de prix qui va quand même s'étaler forcément sur quelques mois, j'imagine. Oui, alors il y a évidemment, moi je pense tout de suite à ceux qui sont le plus impactés parce que moi j'ai une spécialité de regarder l'industrie en général. Bon, c'est pas le coût de l'énergie est pas démentiel dans le PNL, dans le compte de résultat de beaucoup de sociétés. Dans la valeur ajoutée, 2-3%, ils peuvent gérer. On n'a pas exactement le même problème que ce qu'on a eu en 22, où là, le prix du gaz passe au plafond, mais beaucoup plus fort que ce qu'on a vu là, malgré l'impact sur Ras Laffan. C'est du x3. Et l'impact sur le prix de l'électricité,
qui lui est beaucoup plus utilisé que du pétrole classique, lui, il est très très violent, puisque souvenez-vous, je vous prends le baseload de France, il passe de 50 à 300 euros le mégawattheure, parce que c'est la guerre avec la Russie, qu'on ne voit plus le gaz arriver, et que c'est le gaz qui fait le prix en Europe. L'électricité. Là, pas du tout. Le prix en France, et puis souvenez-vous. Et les centrales étaient en maintenance. Et voilà, les centrales étaient en maintenance. Il n'y avait pas d'hydro parce qu'il y avait eu la sécheresse avant. Là, c'est juste l'inverse. On avait tout compris. Les centrales, elles ont craché comme c'est pas permis en 2025. L'hydro, on est plein. Et en fait, le prix du mégawattheure en France, il est monté à 56. Il est un peu plus en Allemagne quand même, parce qu'ils sont quand même plus dépendants du gaz que nous. Mais globalement, c'est gérable. Après, si je pense à des gens qui sont vraiment pur exposé pétrole et dérivés, forcément, vous pensez tout de suite airline. Ouais, bien sûr. Et là, bon, prenez le truc macro. Vous prenez les chiffres de IATA global, de toute l'industrie. L'industrie, c'est 1000 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière, pour un petit peu moins de 5 milliards de passagers. C'est 70 milliards d'EBIT sur ce truc-là, mais 250 milliards de coûts liés au fuel. Carburant, 250 milliards. À aujourd'hui, donc ça c'est basé sur un prix qui était à $70 le baril. Sauf qu'en fait, ils n'utilisent pas du baril, ils utilisent du jet fuel. Bien sûr. Du kérosène. Ouais. Or, ce kérosène, il valait plutôt $90 l'année dernière. Si je prends les $90 maintenant et que je regarde combien il vaut à Singapour, vous voyez x2. Ah ouais. Donc c'est 125 milliards de dollars de plus. Alors évidemment, tout ça est faux, puisqu'il y aura des impacts sur moins de vols, etc. Ouais. Mais si je prends simplement, bêtement, 250 milliards... Oui, règle de 3 bêtes. Toute l'industrie est en perte de plus de 100 milliards. Ouais. Donc il faut augmenter les prix pour compenser. C'est ce qu'on est en train de faire. Là, pour le coup, il y a une réactivité très forte d'une industrie qui est au contact direct du client, quoi. Même chez DHL. DHL, c'est mécanique. C'est entre 4 et 6 semaines, ils ont augmenté les prix pour couvrir les hausses de coûts. Et eux, c'est 200 millions d'euros par mois de coûts. Donc ma question étant, comment les entreprises, elles vont tout de suite transmettre. Celles qui ont le mécanisme habituel, elles vont être obligées de le faire, oui. Parce que là, l'industrie airline, elle ne peut pas faire autrement. Non. Sinon, c'est pas... Et ça passe... réduire l'offre. Et réduire l'offre, parce qu'ils vont mettre en rebut tous les avions qui consomment trop des... Exactement. Donc, il va y avoir une raréfaction aussi des billets, qui va permettre aussi de monter les prix. Est-ce que la demande suit ce mouvement, ou est-ce que là, contrairement à 2022, on peut détruire très vite de la demande avec ce levier des hausses de prix ? C'est un poil trop tôt pour le moment pour voir sur les airlines. Elles ont fait les choses préemptivement. C'est-à-dire que celles qui sont le plus impactées par ce qui se passe là-bas, évidemment, elles ont commencé à réduire ce qu'on appelle la capacité, l'offre de sièges. C'est petit. Pour le moment, c'est vraiment petit. Et on reste encore dans... la capacité de ne pas bouger parce qu'il y a du hedging. Parce que, évidemment, là, je vous ai donné sur leurs achats. Je vous ai donné de ça. Mais voilà, je vous donne un Ryanair, il est rentré dans l'année avec 80% couvert. La plupart des grosses airlines, à part quelques-unes spécifiques comme Wizz, là c'est plus compliqué, se rendent dans l'année quasiment couverts à 100%. Ils sont toujours à un volant parce qu'il faut gérer. Il ne faut pas se retrouver comme en 2020 avec la crise où là, ils étaient beaucoup trop couverts et c'était une catastrophe. Être négatif. Exactement. Mais pour le moment, elles ont le hedging qui les protège. Et donc, il faut regarder plus loin. De l'inertie. Et il y a du temps pour réagir. Mécanisme de diffusion. Donc, la première réaction, c'est on réduit la capacité là où ça fait le sens. Et où de toute façon il n'y a pas de remplissage sérieux à cette heure-ci. Et puis derrière, on va gérer par des hausses de prix. Sur le plan macro, effectivement, qu'est-ce qui distingue la situation actuelle et la situation de 2022, notamment du point de vue de la capacité des entreprises à retranscrire au client final la hausse des coûts, qui est déjà rapide. S&P Global a sorti ses PMI hier. On le voit partout à travers le monde. La hausse des coûts des entrants va beaucoup plus vite que la hausse des prix passés au client final. Oui, mais après, ça c'est qu'une donnée d'enquête, d'une part, faut relativiser sous la réaction, n'oubliez pas. Et puis d'autre part, on est dans une situation très différente à 2022. On n'est pas sur des problèmes de recrutement, des salaires qui explosent, parce qu'on est quand même pas sur les mêmes tensions sur le marché du travail. Je dirais même, est-ce que c'est pas le choc de trop pour l'économie américaine ? On peut se poser la question très clairement, parce que aujourd'hui on a une croissance américaine qui était en cas, avec des secteurs qui allaient très bien, d'autres qui étaient assez en difficulté. Et on a vu quand même dans les dernières statistiques de la Banque centrale américaine sur la production industrielle que certains secteurs
secteurs voyaient leur taux d'utilisation des capacités baisser, alors qu'ils ont des carnets de commandes très pleins. Et dans ces secteurs, c'est les semi-conducteurs et c'est la défense. Donc ça traduit pas forcément un problème de demande, ça traduit plutôt un problème chaîne d'approvisionnement, de qualification. On sait que la défense n'arrive pas à recruter. Les semi-conducteurs, il y a plus de 100 000 postes qui sont non vacants. Hein. C'est à peu près 58% des postes vacants dans ce secteur-là, des semi-conducteurs. Donc c'est bien de vouloir produire des semi-conducteurs aux États-Unis, mais il faut recruter. Hein. Et bon, comme on peut pas faire venir des personnes étrangères, ça pose énormément de problèmes. Donc il y a du retard, il y a des capacités aujourd'hui qui sont en manque. Bon, plus globalement au niveau mondial, on a des problèmes aussi avec les wafers, les galettes qui servent à faire les semi-conducteurs. Donc on a aujourd'hui les secteurs qui vont très bien, pour faire simple, qui sont sous pression sur les chaînes d'approvisionnement, des secteurs qui allaient très très mal, qui vont pas aller mieux, puisqu'en plus on va pas avoir une banque centrale qui va baisser les taux pour aider le secteur de la construction, etc. Donc c'est un vrai choc. Hein. Puis on a les droits de douane quand même, faut pas l'oublier. On n'en parle plus, mais il y a quand même une petite source d'incertitude d'ici juillet quand même. On en reparlera. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal d'incertitudes. Faut re-signer des accords. Voilà. Donc il y a quand même ce choc-là. On a quand même un marché du travail qui est pas du tout dans le même état d'esprit qu'en 2022. Des salaires qui ont plutôt tendance à ralentir aux États-Unis. Donc vous voyez que déjà du côté des États-Unis, on n'est pas dans ce schéma-là. En plus, on n'est plus sur des ménages américains qui ont les poches profondes avec des chèques du trésor et tout ça. Le stock d'épargne aux États-Unis, il a été consommé, ça c'est sûr. Et du côté de l'Europe, la BCE l'a dit elle-même, on a une inflation qui est revenue à l'objectif. Donc même s'il y a des tensions inflationnistes, on part pas non plus de très haut, contrairement. On a des niveaux de taux qui sont bien plus élevés qu'à l'époque. À l'époque, on était quand même sur des politiques ultra accommodantes avec des injections de liquidités. C'est plus du tout le cas. Donc même si la BCE a du chemin à faire, elle voulait prendre une garantie, c'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas non plus d'austérité. Hein. Voilà. Et les indicateurs, encore le tracker de la BCE qui a été publié cette semaine, nous montre qu'on est plutôt sur des négociations salariales qui montrent plutôt une modération salariale et que si vous retirez un peu les effets de base, on est même sur une vraie modération salariale. Et puis dernière chose, je vois pas les Européens euphoriques, je les vois pas consommer, je les vois pas se dépêcher pour acheter des voitures. Rappelez-vous à l'époque, c'était un problème de production de véhicules parce qu'on manquait de semi-conducteurs. Là, on n'est pas du tout dans ce même. Au contraire, je pense que les constructeurs automobiles sont prêts à vendre des voitures et je vois pas les Européens se bousculer dans les magasins. Donc, moi personnellement, on est dans une situation complètement différente et ça serait. Il y a un choc inflationniste qui va être très récessionniste et pas du tout sur quelque chose qui va s'auto-entretenir dans les prochains mois. Bon, pourquoi la BCE nous dit qu'elle est prête à agir rapidement s'il le faut? Alors ça, c'est le wording de Christine Lagarde notamment aujourd'hui. Mais pourquoi le marché semble accorder du crédit à cette histoire-là? Parce que je crois qu'à un moment, on a pricé peut-être jusqu'à plus de 3 hausses de taux cette année pour la Banque Centrale Européenne dès la prochaine réunion d'avril. Non, au moment où on parle, le marché anticipe environ 70 points de base de hausse cette année, donc c'est presque 3 hausses en effet. Ça me paraît beaucoup, mais je dois dire que je suis quand même un peu inquiet pour l'inflation. Je suis d'accord que c'est très différent de 2022. Le choc sur les prix, notamment sur le gaz, est beaucoup moins important. Le marché de l'emploi est moins tendu. On n'a pas le même la demande qui avait créé cette inflation, avec notamment des plans de soutien massifs durant Covid. Donc la situation est assez différente. Ceci dit, on a les prix de l'énergie quand même qui se tendent. On a parlé de tout ce qui est fertilisant. Et ça va impacter la production alimentaire. Et donc, on peut craindre de l'inflation à ce niveau-là. Et des achats à haute fréquence. Donc, dans la perception de l'inflation, c'est quand même beaucoup plus qui compte que l'achat de la télé ou en l'occurrence, de la trottinette. On a également des problèmes au niveau des puces électroniques, avec une demande énorme qui émane du choc d'intelligence artificielle. Et donc, ça se répercute très clairement sur le prix des téléphones portables, sur le prix des laptops, des ordinateurs, donc tout ce qui est électronique. Donc, on a quand même différents faisceaux, il y a quand même une petite pression. Et alors, le problème, c'est que les banques centrales ont quand même perdu beaucoup de crédibilité en 2022 avec ce choc d'inflation. Souvenez-vous, vous disiez, c'était un choc transitoire, temporaire. Ça s'est avéré complètement faux. Et les banques centrales ont perdu beaucoup de crédibilité dans cette affaire. Et d'ailleurs, Madame Lagarde le cite explicitement aujourd'hui. Elle dit, on a aujourd'hui on est dans une situation extrêmement incertaine, nous dit-elle. Et donc, quand c'est le cas, on passe à une politique de gestion des risques. Oui. Et elle décrit 3 scénarios. Un dans lequel le choc sur l'énergie notamment est court et relativement limité. On ne bouge pas dans ce cas-là. Une situation extrême où le choc est beaucoup plus violent et durable. Là, il va falloir qu'on resserre, aucun doute.
et une situation intermédiaire. Et là, que fait-on ? Et elle cite très explicitement le risque de communication auprès du public. C'est-à-dire, si le public voit des pressions inflationnistes et une banque centrale qui, de nouveau, ne bouge pas, est-ce que ça ne peut pas susciter des anticipations d'inflation ? Et donc, il faut agir. Donc, je pense que cet effet mémoire 2022 a quand même tendance à biaiser la BCE. Et dans le scénario central, on n'a pas de hausse de la BCE, mais je dois dire que une hausse ou deux préventive, quand même, devient de plus en plus probable, surtout si les... Avec quelles conséquences, Vincent ? Si on est dans, puisque vous n'êtes pas le seul à le dire, c'est aussi le patron de la Bundesbank, Joachim Nagel, qui nous dit il faut envisager possiblement une frappe préventive. Donc, dans le jargon de la politique monétaire, ça veut dire monter les taux avant même qu'on ait vu un vrai désancrage réel des anticipations d'inflation, pour étouffer la crise dans l'œuf, quoi. Pour tuer l'inflation dans l'œuf. Bah ouais. Et quelles conséquences ça aurait alors ? Empêcher deux hausses de taux, là, une ou deux hausses de taux préventives. Éventuellement, choc énergétique, choc monétaire. Ça va vraiment dépendre de l'intensité de la hausse des prix de l'énergie et surtout de la durée. Donc, mais c'est vrai que plus ça dure, et plus on se rapproche de la fin avril et du meeting BCE, plus le risque va être. Donc voir à travers n'est pas une option pour la Banque Centrale Européenne. On peut motiver une décision de politique monétaire à la BCE sur le simple fait que la critique a été trop forte en 2022. Quoi. Madame Lagarde, répondre avec retard aux critiques de 2022. Madame Lagarde nous dit précisément quand on a un choc d'offre comme ça, la réaction initiale, c'est plutôt, ou naturelle, c'est plutôt de dire on regarde à travers, on attend, et a priori ce sont des effets que temporaires, mais si le choc, l'intensité est trop forte ou la crise trop longue, on va devoir agir, notamment parce que on a quand même ce problème de crédibilité. Damien, connaissant la Banque Centrale Européenne comme on la connaît tous, ici, non mais il faut forcément, il y a ce qu'on voudrait, nos espoirs, nos envies, et puis il y a la réalité de la fonction de réaction de la Banque Centrale Européenne. Comment vous intégrez la possibilité, effectivement, qu'on ait à la fois un choc énergétique, même si c'est pas le même choc que 2022 en Europe, couplé à un nouveau choc de taux réel, choc monétaire. C'est le risque, vraiment. Ouais. En vrai, ça change l'histoire européenne pour les marchés pour 2026. On partait bien, hein, je le rappelle. Parce que si je regarde un peu... c'était la reprise. Hein. Le problème qu'on avait depuis un bon moment, c'était l'immobilier dans pas mal de zones, avec vraiment des... Ça commençait à frémir. Et ben, ça frémissait même plus que ça dans le nord de l'Europe. Ça commençait à se réveiller un peu. Quand on parle avec Legrand, qui est quand même en prise avec ça, et ils ont des perspectives un tout petit peu meilleures, non pas pour le début de l'année, mais plutôt des choses qui s'améliorent sur la deuxième partie de l'année. Bon, faudrait pas que des hausses de taux, alors vous allez dire, le 10 ans, lui, il a déjà remonté, donc il a déjà fait le travail. Ouais. Mais en tout cas, ce que j'observe, c'est que le marché la croit. Croit Madame Lagarde, puisque effectivement le taux anticipé au IS à décembre, il a déjà pris les 70 bips dont on parle. Moi, honnêtement, ça me paraît vraiment être, à ce stade, je vais pas dire une Jean-Claude Trichet, mais pas loin, dans le sens où c'est parce qu'on veut de la crédibilité. Non, mais c'était ça son problème. C'était un problème de je veux être crédible, et donc regardez ce que je fais. Moi, je suis la BCE. Voilà. À cette heure-ci, ça me paraît un peu dangereux, mais je ne suis pas économiste. Et puis c'est une gestion un risk management aussi au sein de la Banque Centrale Européenne. Christian ? Oui, moi je pense que surtout, ce sera le marché obligataire c'est lui qui va nous permettre de trancher si faisons raison ou tort. Parce qu'il y a deux hypothèses. Soit elle monte ses taux de manière préventive. Tout le monde dit bon, elle est super crédible, ça va super marcher. Bon, en plus, elle va vraiment ralentir l'économie européenne, la demande va baisser, ça va vraiment enlever les tensions. Et normalement, si c'est vrai, si elle est crédible, vous avez la pente de la courbe des taux qui doit s'abaisser et les taux longs qui doivent baisser. Théoriquement, c'est ce qu'on devrait avoir, donc les investisseurs. Donc c'est plutôt, on pourrait dire, peut-être qu'on va avoir 25 points de base sur le court terme, mais comme les taux sur cette crédibilité-là baisse, c'est plutôt bon pour l'économie et c'est plutôt un élément de soutien. Ça améliore quand même les conditions. Donc je vous fais le scénario rose. On élimine le risque d'inflation tout de suite, et donc pour les conditions financières, c'est plutôt bien. Tout va bien. Deuxième hypothèse,
les marchés réagissent pas du tout comme ça, les gérants obligataires raisonnent pas du tout comme ça. Ils disent la BCE monte ses taux, c'est complètement n'importe quoi. Les entreprises n'ont pas la capacité de relever leur prix de vente. Il n'y aura pas d'inflation sur les salaires. Et en plus, à ce choc énergétique, elle nous remonte les taux, elle augmente le coût pour les entreprises. Ça va faire effondrer la croissance. Les États sont très endettés, beaucoup plus qu'en 2022. Donc les États vont devoir encore émettre énormément. L'Allemagne doit émettre énormément. Donc là, c'est la prime de risque. Donc la prime de risque explose. D'ailleurs, on a vu dans la réaction des marchés depuis le début de ce conflit, il y a une corrélation très forte entre le ratio dette sur PIB des États et l'ampleur de la dégradation. Donc ça veut dire qu'il y a bien une perception du risque souverain qui est là. Et donc, finalement, je vous fais le scénario extrême, volontairement, finalement, la BCE monte ses taux, elle crée un risque souverain, elle fait écarter les spreads, donc retour de la fragmentation, elle fait exploser les taux, et on est sur une courbe des taux qui se pontifie énormément et qui entraîne une réaction très négative. Donc attention, je crois qu'elle est sur vraiment sur une crête, sur sa communication. Bon, moi je dirais que le mieux qu'elle aille à faire, c'est d'aboyer et laisser la désinflation passer. C'est peut-être la stratégie d'ailleurs. Voilà, ça serait peut-être ça, beaucoup aboyer, je suis d'accord. Pour ancrer les anticipations. On a un mois devant nous pour la réunion le 30 avril. Et dire que quoi qu'il arrive, on est là, on gérera ça, et surtout ne rien faire, parce que je pense qu'il y a un vrai risque à faire quelque chose d'une réaction trop violente du marché obligataire. Et moi, je suis pas très, très confortable avec le scénario de hausse des taux si le marché s'emballe, si le marché obligataire s'emballe. Autour de ça, là, ça pourrait être vraiment... Ce serait le signe d'une erreur du point de vue du... Et là, on reparlerait d'une erreur de politique monétaire derrière. Parce que là, on aurait, si la pente des courbes des taux se pontifie, c'est une vraie erreur de politique monétaire. Comment on gère ça du point de vue des investissements, des stratégies de marché, Vincent? Alors il y a ce qui se passait avant et ce qui se passe depuis 4 semaines, évidemment. Et c'est vrai que depuis le déclenchement de cette crise iranienne, c'est quand même le sentiment, en tout cas, d'un espèce de contre-pied général sur toutes les grandes tendances qui prévalaient. Oui. C'est-à-dire l'idée de sortir un peu des actifs en dollars pour se reprojeter à travers le monde, l'Asie, l'Europe, sortir un peu du dollar. On voyait quand même des devises émergentes qui tenaient mieux, l'euro également. Sur les mouvements de courbe, on avait l'idée de la pontification, ça s'est quand même un peu aplati. Enfin bref, toutes les grandes tendances qui prévalaient depuis 3-6 mois ont été prises à revers là depuis un mois. Est-ce qu'on a envie de repartir, de garder quand même certaines de ces tendances qui prévalaient, ou est-ce qu'il faut repartir d'une page blanche là? Non, je pense qu'effectivement, tous les trades consensuels ont été punis. C'est vraiment la grille de lecture principale de l'activité de marché depuis le début de la guerre fin février. Il y a quand même des leçons, à mon avis, très importantes. Il y a des actifs qui ont quand même bien résisté. Les actions américaines, le crédit. Et de l'autre côté, des actifs qui n'ont pas du tout joué leur rôle de valeur refuge, notamment les treasuries américains. Et je veux vraiment insister là-dessus. Si on regarde le mouvement des taux nominaux américains, le mouvement est venu essentiellement sur les taux longs, sur le taux 10 ans ou 30 ans, des taux réels. Les taux réels ont fortement monté, beaucoup plus que les anticipations de l'inflation elle-même. Ça, c'est assez inhabituel dans un événement, ce qu'on appelle risk-off, donc d'aversion au risque marqué, que les taux longs réels montent comme ça. C'est vraiment pas très rassurant pour les treasuries, et ça me conforte dans l'idée que je défends depuis un certain temps, que les obligations gouvernementales ne jouent plus le rôle de valeur refuge. Je parlais d'une résistance des actions américaines, également le crédit tient très bien. Ça participe également à cette idée que finalement, dans les situations de crise comme ça, on ne vend plus le crédit pour acheter les obligations gouvernementales. Alors maintenant, si on a une désescalade dans les semaines qui viennent et avant le meeting BCE en l'occurrence, je pense que les actifs cycliques qui ont souffert se reprendront en partie. Donc y compris les actions et les secteurs cycliques. Sur les taux longs, la partie courte se reprendra, puisqu'il y a, dans ce cadre-là, il y aurait beaucoup trop de hausses de taux, de pricing, notamment. Des hausses de taux. Voilà, donc pontification de la courbe. Je suis moins confiant sur les taux longs, par contre. Je pense que ce qui se passe ne fait qu'augmenter l'idée qu'on est dans un régime géopolitique instable, qu'il faut davantage dépenser dans l'armée. Chaque choc accroît encore un peu plus cette prime de terme qu'on peut observer. Voilà, sur les problèmes budgétaires, les questions de populisme qui empêchent les réformes. Et je pense que les taux longs ne vont pas forcément beaucoup baisser. Sur la situation de marché, la gestion de cette situation et les perspectives qu'on peut imaginer une fois
une fois la désescalade plus évidente. Alors, si désescalade il y a. Si désescalade. Parce que c'est ça le problème que l'on a en tant qu'investisseur. Ouais. C'est que c'est malheureusement assez binaire. Ouais. Nous, on aime bien ce qui est asymétrique. C'est-à-dire que les risques sont trop marqués dans le marché et que du coup... Ça crée du confort, là. C'est ça qu'on aime bien. Là, on l'a pas, en fait. Ouais. Parce que, C'est oui, tout ou il y rien. a des boîtes qui ont beaucoup baissé, mais elles sont très cycliques. Et donc, effectivement, si jamais ça ne s'améliore pas, on est obligé de revoir le scénario qu'on avait. Et donc, on est obligé de revoir la valo. Ça, c'est clair. Et sur les boîtes, même sur les boîtes défensives, vous avez eu quand même quelques petits mouvements. C'est-à-dire, dans la défense, qui étaient vus quand même comme des actifs et qui devraient plutôt bien s'en sortir dans ce moment-là. Ça s'est pas si bien marché que ça. Rheinmetall, ça perd 11% depuis le 28 février, par exemple. Parce que ça avait déjà beaucoup monté. Pas vraiment. Il y a aussi des vrais changements stratégiques. Moi, je pense que on est en train d'intégrer le fait qu'aujourd'hui, c'est pas avoir des missiles à plusieurs millions de dollars qui comptent, mais c'est d'avoir un drone à quelques milliers de dollars. Voilà. Et je pense que le Patagone l'a dit, ils allaient revoir les contrats de la défense, ils vont remettre tout ça à plat, et je pense qu'il y aura pas mal de valeurs de la défense qui vont souffrir dans les programmes d'investissement. Alors, si on regarde aux US, effectivement, le marché n'a pas totalement acheté tout ce qu'a demandé. Tout ce qu'a redemandé le Pentagone aux US, Lockheed Martin qui devrait, on leur demande de faire un x4 sur leurs missiles quand même. Bon, ça n'a pas tant pris que ça à ce stade. Alors pour revenir sur mon sujet de défense, effectivement, le marché, je pense qu'à chaque fois qu'on est, et je reviens à ton sujet de taux, si pression taux il y a et difficulté pour les États de se financer, de se refinancer, ou en tout cas c'est plus cher, etc., et la belle perspective des 3,5 d'investissement dans la défense à 2030, ça va être... Ça devient plus compliqué. Et donc voilà, ça se complique. Donc c'est vraiment pas simple à cette heure-ci de bien se projeter. Donc on est dans la phase où il faut regarder ça. Il y a certainement quand même des boîtes, des sociétés où le marché a tapé un peu fort alors qu'elles ont appris de 2022. Ce que je veux dire par là, c'est 2022, c'est un choc d'inflation et il y a plein de sociétés qui n'avaient pas dans leur contrat la capacité à faire passer automatiquement des hausses de coûts dans leur prix. Alors, ce qui ne fait pas monter les marges, mathématiquement, ça fait baisser la marge, de faire juste ce qu'on appelle un pass-through. Néanmoins, en euros, vous avez toujours des euros au même niveau. Bon. Alors, si on n'est pas dans un scénario totalement inflationniste, mais qu'on n'a qu'une partie des coûts qui augmente, il y a plein de sociétés qui ont complètement changé leur modèle après 2022, qui avaient des contrats long terme sur lesquels, je m'engage là, normalement je me back à peu près avec mes fournisseurs, mais il y a eu un tel choc que ça n'a pas fonctionné. Je pense à Alstom, par exemple, ou des contrats ferroviaires qui sont sur des durées un peu longues. Bon, là, tout ça a été modifié depuis 2022-2023 et beaucoup de sociétés ont appris. Et je veux dire, ce qu'on appelle les terms and conditions, la formation des contrats, a totalement changé. Et il y a un cerveau de marché qui se dit qu'est-ce qui s'est passé en 22 ? Ces boîtes-là, elles ont pris très cher parce que inflation. Alors qu'elles ont trouvé quand même de l'agilité supplémentaire, de la flexibilité supplémentaire. Et ça, on le sous-estime parfois. Voilà. On s'arrêtera là pour ce soir, messieurs. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir partagé vos vues et vos analyses de marché quasiment au terme de cette 4e semaine de conflit dans le Golfe. Damien Dierix, Exane AM, Vincent Chéniaud, General Investments et Christian Parizeau, Altair Economics. C'était les invités de Planète Marché ce soir.